Bonjour à tous et à chacun, c'est Aurana. Il paraît, je remercie le modérateur de nous donner la parole, comme évidemment je remercie les organisateurs de ce colloque de nous permettre de partager cette expérience. Il paraît pertinent de placer cette communication sous le regard à la fois étonné et dubitatif qu'a saisi le dessinateur Sidney Parkinson à l'occasion du premier voyage de Cook sur le visage d'un Maori. Enseigner l'histoire de la Polynésie à l'Université de la Polynésie française, voilà le propos. C'est une communication qui relève d'un travail d'équipe. Elle repose sur les épaules de Yacine Benaliba et de moi-même. C'est un travail qui n'aurait su être sans la collaboration de Karine Neokadi, la responsable de l'équipe pédagogique de la filière langue polynésienne et qui est professeure de langue tahitienne, mais également sur la collaboration d'Émilie Pérez, qui intervient à titre de chargée de cours d'histoire de l'Océanie en L2 dans cette filière. L'articulation de cet exposé comporte 3 parties. Elle exposera pour commencer un double défi, puis elle envisagera la réalisation et les résultats d'une enquête pour évoquer des alternatives possibles aux problèmes que nous rencontrons. Un double défi. Sommes-nous les bonnes personnes à la place qu'il faut? Porteurs tous les deux de lunettes, nous ne pouvons nier le fait que nous avons un problème de vision pratique et pédagogique. Dans le cas de Yasmine, doctorant, il est évidemment amené à travailler une compétence extrêmement spécialisée en histoire contemporaine et dans le champ historiographique et chronologique limité qui est celui de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, sur lequel il fait donc son mémoire de thèse. Or, il est, de par la charge d'enseignement qui lui est confiée, amené à faire une initiation très généraliste, à contrario, auprès d'étudiants de master, mais également d'étudiants de 2e année de licence. En ce qui me concerne, c'est l'hypermétropie qui est d'actualité. Il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité et la validité de ma parole en tant qu'historienne et scientifique, mais forte du rendu d'expérience, du ressenti de nos collègues, Karine Neokadi, dont je parlais tout à l'heure et dont je salue la présence ici, et puis Émilie Pérez, qui est archéologue de formation et qui peut faire le rapport et la différence entre les comptes rendus, les rendus de fouilles sur le terrain et ce qu'elle a enseigné auprès des étudiants de l'UPF. Allons à l'essentiel, être popa, c'est-à-dire être sans racines au Fénois et enseigner l'histoire de la Polynésie devant des étudiants polynésiens fortement enracinés, ça fait une différence. De plus, il est indéniable et particulièrement sensible pour l'historienne que je suis que, formée en France, originaire de France, je viens de l'ancienne métropole coloniale, à une époque où justement, ou à un moment où le passé colonial, ici en Polynésie française, est loin d'appartenir au passé. Non seulement il y a ce problème, comment dirais-je, de vision, mais nous sommes confrontés l'un et l'autre dans le cadre de notre service d'enseignement en histoire de la Polynésie à l'Université de la Polynésie française à un problème récurrent. Ne nous cachons pas la réalité cruelle des choses. L'Université de la Polynésie française est dans le bottom 5 des universités françaises.
des mauvais résultats à tous les niveaux, plus précisément en ce qui concerne l'étude de l'histoire, le travail de formation en histoire et l'histoire de l'Océanie. Les épreuves d'évaluation révèlent une très mauvaise qualité des performances à l'écrit en général. Ça met en cause la mémorisation, l'analyse et la synthèse, ce qui constitue les trois bases sur lesquelles jouent les deux principaux exercices d'évaluation, les deux exercices sélectifs pour les passages de niveau en histoire, la dissertation et le commentaire de thèse. Mémorisation, analyse, synthèse à l'écrit, voilà ce qui pêche. Dans le déroulement même des séances, c'est-à-dire si on se place maintenant au niveau de ce qui se passe en direct dans la formation, en amont de participation des étudiants, difficulté à prendre la parole devant le groupe, fort taux d'absentéisme, décrochage en cours de semestre. Voilà donc une situation qui illustre bien le très célèbre tableau de Munch. Afin de pouvoir disposer d'éléments de réflexion constructive, nous avons procédé avec l'aide de Karine Leocadi à une enquête auprès d'étudiants de L2 de la filière Réo qui sont particulièrement concernés par cette formation à l'histoire de la Polynésie enseignée à des Polynésiens. Je donne la parole à Inès Benali. Merci Véronique, bonjour à toutes et à tous. Comme Véronique le dit, nous avons mené à bien une espèce de mini-enquête auprès des étudiants de L2 langue polynésienne et plus particulièrement de l'UE Histoire et Géographie. Donc, uniquement à remercier encore une fois Karine Leocadi, leur enseignante, qui le leur a diffusé. Et voilà. 21 questionnaires nous ont ainsi été retournés. Ceux-ci sont entièrement anonymisés et portent de façon alternative des questions fermées, donc appelant à une réponse soit par oui, soit par non, ou à un choix parmi les réponses qui leur ont été proposées, et des questions ouvertes qui appellent donc à une réponse de l'étudiant un petit peu plus développée dans un cadre dédié dans le questionnaire. Et de ces questionnaires, il en ressort donc les deux grandes conclusions suivantes. Tout d'abord, il apparaît que la majorité des répondants envisagent une carrière dans l'enseignement de la langue tahitienne, mais que toutes les modalités et les conditions d'accès au métier de l'enseignement ne sont pas toujours très claires. En effet, en cas d'échec à un concours de l'enseignement, que ce soit le CAPES, l'agrégation ou un autre concours, 19 répondants sur 21 envisagent de se présenter à un niveau, un souhaite changer d'orientation et un n'a pas répondu. De même, 17 répondants souhaitent obtenir un master, donc pousser leurs études jusqu'à un bac plus 5, qui est le diplôme, le niveau nécessaire pour accéder au métier d'enseignement. 3 souhaitent s'arrêter après la licence et un a répondu à indiquer qu'il souhaitait pousser jusqu'au doctorat. Cependant, il souhaite y avoir une certaine confusion pour certains étudiants quant à la recherche et à la pratique de la recherche et sur la nature du master MEF, puisque 11 répondants se sont ainsi déclarés favorables à une étude en master et en doctorat, ainsi qu'à une éventuelle carrière dans la recherche. Et parmi ces 11 répondants, 4 ont indiqué souhaiter réaliser un master MEF, qui est une formation par essence professionnalisante et qui n'appelle pas à une position de doctorat, mais au contraire à une entrée immédiate donc encore en suite. Et 7 autres ont indiqué un attrait pour la recherche, ont indiqué un intérêt pour l'anthropologie, la science politique, les sciences de l'éducation et la linguistique de la langue tahitienne. 6 ont indiqué souhaiter poursuivre leur recherche à l'UPF et 2 ont souhaité soit aller ailleurs, donc un en Nouvelle-Zélande. Aussi, dans le cadre de leurs projets professionnels et de leurs intérêts personnels, 8 répondants ont indiqué que cette UE d'histoire leur était très important. 8 très importants, 10 sont indiqués assez importants, 1 s'est déclaré neutre et 2 ont répondu que cette UE leur était peu importante. Aucun n'a répondu pas important du tout. Ce qui est un bon début. Et enfin, seuls 7 ont déclaré que prendre la parole leur était facile, contre 10
qui ont indiqué que le prendre la parole aurait été difficile, que Véronique disait tout à l'heure, et quasiment la moitié des répondants. 2 n'ont pas répondu et 2 autres ont donné une autre réponse, comme par exemple, et je cite, 9 ont déclaré maîtriser parfaitement une langue polynésienne et 12 ont déclaré en maîtriser une un peu. Aucun n'a répondu pas du tout, ce qui est tout à fait logique, c'est l'ensemble de langue de langue polynésienne. La seconde conclusion qu'il est possible de tirer de cette enquête, la deuxième conclusion qu'il est possible de tirer est que le contenu de l'UE d'histoire semble adapté et apprécié des étudiants, mais que les modalités d'évaluation sont en revanche pour leur part jugées inadéquates. En effet, seuls 2 répondants jugent l'UE mal faite ou mal conçue, 4 la jugent mal adaptée et seuls 3 trouvent donc son contenu redondant, ayant indiqué qu'ils ont déjà étudié le contenu de l'UE, majoritairement dans le secondaire, certains ont indiqué d'autres cours à l'université. 8 jugent que les modalités d'évaluation comportent trop d'écrits, 6 ont indiqué trop d'oral, 2 pas assez d'écrits et 6 pas assez d'oral. 6 étudiants n'ont pas répondu à la question et certains ont sélectionné 2 réponses, que ce soit trop d'écrits et pas assez d'oral ou l'inverse. Nous avons laissé ensuite une page presque vide pour laisser les répondants développer un petit peu leur pensée sur le développement du cours. Et sur les 13 qui ont répondu à la question, les retours sont globalement positifs, soulignant l'investissement et le dynamisme de leurs enseignants, la bonne organisation et la bonne structure du cours, l'apport personnel qu'ils en tirent, tout en faisant remarquer des problèmes informatiques récurrents qui entraînent une perte de temps sur le cours, et surtout un volume horaire jugé parfois trop faible qui ne permet pas donc d'approfondir le cours autant qu'il le mériterait et autant que les étudiants le devraient. Un répondant a par part évoqué des difficultés à prendre des notes et un autre a souligné le fait que les horaires de certaines séances leur étaient difficiles. Sans donner plus de précision, mais oui, c'est tôt le matin, tard. Aussi, interrogé en 3e et en dernière partie de questionnaire, sur les perspectives et les possibles remèdes aux problèmes posés par l'enseignement de l'histoire en filière Réo-Tahiti, 19 se sont déclarés favorables à l'intégration d'enseignement en langue tahitienne dans leur cursus, et 16 se sont déclarés favorables à une refonte de la maquette en langue qui intégrerait un enseignement d'histoire dès la première année de licence, ce qui n'est a priori pas fort. Les évaluations en groupe semblent donc être privilégiées par rapport aux évaluations individuelles, par presque 6. 2 répondants ont sélectionné les 2 réponses, laissant imaginer un positionnement en neutre, ainsi qu'un mode d'évaluation combinant 50% d'évaluation écrite et 50% d'évaluation orale. Point indiqué par 11 répondants, 8 autres ayant indiqué leur préférence pour 75% d'écrit et 25% d'oral, et 2 leur préférence pour 25% d'écrit et 75% d'oral. Enfin, pour revenir à la question de l'hybridation des cours qui constituent le cœur de notre réflexion aujourd'hui, interrogés sur leur inclinaison à réaliser une vidéo enregistrée dans le studio d'enregistrement vidéo de l'université. On a la chance d'étudier un politis qui a des moyens conséquents. 17 qui sont déclarés favorables et 3 qui sont déclarés défavorables, et le dernier a répondu oui et non. Aussi, au vu de cette micro-enquête et de ses résultats, il est possible de dresser un certain nombre de perspectives. Je résumais assez rapidement, étant donné que le temps qui nous est imparti c'est bon. Afin qu'une suite puisse être donnée au-delà de notre communication à ce colloque. Le public de cette enquête étant quelque peu limité, donc un seul groupe de TD en l'occurrence, 21 questionnaires récupérés, il pourrait être en premier lieu envisageable de conduire une enquête similaire, mais à une échelle un petit peu plus large. Par exemple, à l'échelle des étudiants des 3 niveaux de la licence d'histoire et de géographie, qui compte un effectif d'une 50aine d'étudiants, voire encore mieux auprès de tous les étudiants de licence qui suivent une UE d'histoire dans leur cursus, tels que les étudiants de la filière Réo-Tahiti qui ont accepté de se soumettre à cette enquête et qui fixent lieu donc par le contrôle de leur nez que une UE transversale. Concrètement et de manière un petit peu plus immédiate, un des enjeux pour le département, je pense, et pour une fois je parle sous le contrôle du directeur qui est avec nous, ce serait de par exemple, faire une mise au point auprès des étudiants afin de clarifier par exemple les conditions d'accès aux métiers de l'enseignement, les conditions d'accès aux formations relevant de la recherche, deuxième d'entre eux.
et d'entamer une réflexion, par exemple, sur la possibilité de mettre en place des enseignements bilingues en français et en tahitien, option d'autant plus cohérente pour les étudiants de la filière LCER langue polynésienne. Un tel bilinguisme est actuellement expérimenté dans certaines écoles primaires des îles sous le vent et plus récemment des îles australes et dans certaines îles des Chambres. Ce dispositif est a priori plébiscité et pourrait, à notre sens, trouver sa place à l'université également, à condition de disposer d'enseignants qui soient de même bien. Et je rends la parole à vous. Très bien. Et donc, très rapidement, en 5 minutes, je souhaiterais envisager les alternatives qui s'ouvrent à nous. Il s'agit, et c'est déjà à l'œuvre, c'est déjà expérimenté, de changer l'articulation de l'enseignement avec 2 perspectives fortes. L'hybridation et l'interactivité. L'hybridation comme principe d'organisation générale et interactivité dans le concret et le direct de la formation. Pourquoi hybridation? Parce qu'on a la possibilité, en faisant travailler des étudiants à distance, de faire un suivi individualisé de la progression de l'acquisition des acquis, et on peut vérifier la maîtrise des concepts et du lexique disciplinaire de façon fine et continue. C'est quelque chose qui a déjà été expérimenté en première année. Justement, je ne saurais où mettre en évidence l'activité Wiki qui a été mise au point par Christophe Battier à l'horizon de 2021 et qui a fait l'objet d'une présentation dans le cadre de Ludovia, donc 2022, et qui combine à la fois un travail à distance, la réalisation d'une synthèse à partir d'une banque de données qui, une fois cette synthèse écrite, faite et vérifiée, on passe à un exposé en studio qui permet de remédier à ces problèmes de prise de parole devant le groupe qui sont paralysants. Beaucoup d'étudiants et spécifiquement des étudiants du Fénois. Je vais rapidement, et peut-être les questions par la suite me permettront de développer ça. Mon but serait de mettre en évidence l'intérêt de l'utilisation en présentiel, fort que nous sommes, des principes, des impératifs, veux-je dire, de l'alignement pédagogique théorisé par Higgs, que vous connaissez bien, et bien sûr, aussi conscient de la leçon de Marcel Lebrun, là encore, que vous connaissez de l'université de Louvain, qui insiste sur la supplémentation positive que fournissent les outils numériques, justement, à l'efficacité d'un alignement pédagogique cohérent. Utilisation du système WUCLAP, l'école polytechnique de Bruxelles, est l'un de ses foyers. Vous voyez par exemple l'intérêt d'utiliser des nuages de mots, on l'a vu dans la présentation précédente, c'est ce qui permet de changer le rythme du cours. Et notamment pour des étudiants gênés parfois par les mots, ou en tout cas entravés dans la prise de parole. On a avec ce procédé, ce dispositif WUCLAP, le moyen de retourner l'utilisation du smartphone, qui, vous le savez, en condition de cours, apparaît comme un concurrent à la parole professorale. Là, au contraire, on incite l'étudiant à sortir son smartphone et à l'utiliser. Et à l'utiliser justement pour réagir dans le cadre de ce système qui permet des sondages, voilà, en plus qui permet donc avec la fonction mûre de pouvoir immédiatement avoir un retour du groupe sur justement ce que le professeur en arbitre peut poser comme intervention. Je vais rapidement, deuxième élément qui change la technique de la formation en direct. C'est l'utilisation de flashcards qui permettent de mettre en perspective justement ce qui est transmis durant le cours, la réalisation en direct et la réutilisation ensuite en aval du cours de cartes mémoire. Carte mémoire, donc ça a été expérimenté par
grâce à Carole Faucheux-Préverne, l'ingénieure pédagogique en activité en ce moment au Pontis, c'est ce qui permet de constituer des fiches de révision en même temps que de travailler de façon fine et continue ce travail de synthèse qui est un des défauts, un des problèmes que rencontrent nos étudiants. Nous avons ici un feedback des réactions d'étudiants sur justement la positivité et l'intérêt pour eux de la réalisation de ces cartes mémoire. Voilà ce que ça peut représenter à l'exemple de la bataille de Midway qui, pour les étudiants de deuxième année en épistémologie, est la mission qui est confiée à Yacine. À titre de conclusion, je lui laisse la parole. Donc, à titre de conclusion, et je serai relativement bref, une entreprise de révision pédagogique s'impose, étant nécessaire et même urgente. Il s'agit d'un travail qui ne peut être mené à bien que collectivement et multilatéralement, mais également pluridisciplinairement, avec l'appui capital du positif et un dialogue entre les différents entreprises. Merci beaucoup. Alors, active l'émission, démarrage des salles. J'ai une remarque sur l'extrême modernité de tout ce dispositif que je salue et qui me semble effectivement particulièrement pertinent, notamment pour les groupes conséquents. Donc, je ne connaissais pas cette méthode de vote directement, dont les résultats sont directement récupérables. Et pour moi, ayant affaire à des groupes très restreints, je n'avais même pas envisagé en fait, les cas de figure où on pourrait tirer autant de profit, en effet, des outils numériques pour avoir un retour direct et représentatif d'un groupe très, très large. Donc, dans les amphis, effectivement, ça fait complètement sens et je voudrais vous remercier de cette belle découverte, en tout cas, des très encourageante. Mais là encore, je voudrais dire que c'est Karine, Émilie, ce que Yacine a pu remarquer, ce que moi-même j'ai pu remarquer, c'est-à-dire qu'on a affaire à des étudiants qui trébuchent souvent sur les mots et qui en plus ont vraiment besoin d'être dans le concret des choses et un discours qui est trop continu, de la part en plus de quelqu'un qui apparaît comme étranger, entre guillemets. Enfin, Yacine est d'origine tahitienne, c'est pas du tout mon cas. Et voilà, et on a bien conscience du fait que ça, c'est pas du tout une question de méfiance, mais voilà, ça crée une relation autre et que le fait comme ça d'être appelé à travailler sur son téléphone et de déculpabiliser l'usage du téléphone, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir cette implication de l'étudiant qui est dans une situation de passivité. Bon, c'est ce que constate, c'est ce que nous constatons tous en tant que formateurs et pédagogues, mais qui, pour des étudiants polynésiens et à l'université de la Polynésie française, quand on parle d'histoire de la Polynésie, a un effet amplifié. Oui. Je voudrais remercier donc nos collègues Yacine et Véronique. Et si j'ai accepté de travailler avec vous, c'est parce que je remarque qu'il y a un pas en avant par rapport à certaines UE de la filière langue et culture polynésienne et entre autres en histoire de l'Océanie. On peut citer aussi l'anthropologie océanienne, la préhistoire océanienne, la civilisation polynésienne, où les intervenants sont justement des pop-up, des blancs. Et il faut savoir que les étudiants font un repli sur eux-mêmes, bien que par ça. Ils voient que l'enseignant est un Européen, même si c'est leur propre histoire, ils vont apprendre, peut-être qu'ils savent déjà le contenu de leur propre histoire. Eh bien là, c'est un phénomène qui rejoint complètement ce que Loïc a dit tout à l'heure, a dit ce matin, par rapport à la sécurité, l'insécurité plutôt, non seulement linguistique, mais aussi culturelle. Parce qu'ils font ce blocage en eux, parce que l'intervenant est justement pour hier, par exemple, nous sommes allés au Salon du Livre, avec les mêmes étudiants, ce même public, et là, on a remarqué une ouverture d'esprit. Je pense parce qu'on était contextualisé sur le Tata Aliro avant été,
Et on était entouré de beaucoup de locaux, certains Européens aussi, mais parce qu'il y avait cette sécurité du cours. Ils se sentaient en sécurité. Or, dans ce cours, très souvent, nous avons ce retour des étudiants où on partage, c'est même pas par rapport au contenu riche du cours, c'est par rapport au statut de l'enseignant, qui est HTL, le professeur des universités, qui a un gros statut, qui a de la classe hexagonale. Et donc là, je suis vraiment contente parce que je sens un déblocage du cours. Futur déblocage peut-être par rapport à notre future maquette. Il y a des choses à voir. Et peut-être Marie qui est en master aujourd'hui pourrait aussi témoigner de ce que tu as vécu en licence. Tu as été mon étudiant. Comment tu as ressenti ces cours? C'est tout à fait pareil, le côté on a honte. On a honte de parler, on a peur de se tromper, on a peur d'être jugé. On généralise les petites critiques négatives. Hein. Et le non-verbal aussi qui est très important, qu'on remarque rapidement, et du coup on pense que si lui pense comme ça, si lui a critiqué, c'est que tout le monde pense pareil. Hein. Cette espèce de crainte qui est permanente, je ne sais pas si et qui du coup en fait sont des freins à la prise de parole. Moi j'ai un certain âge, donc un recul par rapport à ces néo-bacheliers qui viennent et qui des fois se font de fausses idées aussi sur la filière. Par contre, j'étais étonnée, c'est vrai que l'histoire de la Polynésie française en LLCE, langue polynésienne, ne soit pas abordée en L1, en tout cas telle que comme histoire de la Polynésie. Il y a d'autres UE qui parlent de la culture polynésienne, hein, comme tel que Karine l'a cité, mais il n'y a pas d'histoire de la Polynésie en L1. J'ai trouvé ça dommage et j'espère, je pense qu'une révision de la maquette, ça ne pourrait qu'être bénéfique par rapport à la prise de parole, parce que je vais considérer le fait que ça soit un groupe en face. J'étais en train de faire une Halloween sur les 3 ans. Personnellement, au départ, ça m'arrive plein de choses m'ont gêné de ce qui se faisait de l'extérieur, qui avait un regard sur nous en tant que Polynésiens, cadre de ma vision. Ce qui était écrit sur nous me dérangeait fortement. J'étais très mal à l'aise par rapport à ça. J'avais d'ailleurs du mal à aller jusqu'au bout des ouvrages à cause de ça, cette impression de jugement qui, au final, je me disais, tiens, se répercute sur ma manière de parler, sur ma manière de... cette espèce de gêne. Ils viennent encore parler de nous. Et un « il » très généralisé, peut-être j'ai pas envie de mettre qu'est-ce qu'il y a derrière ce « il » intentionnellement, mais c'est ce rapport d'inégalité, sentiment peut-être d'infériorité, de hiérarchisation, qui se ressent. Quand on est avec la différence, par exemple, quand on est avec les profs qui sont, nos profs de tahitien qui sont tahitiens, il y a ils deviennent très vite. En fait, il y a une proximité qui s'installe avec le prof qu'on ne pourra pas mettre. Ensuite, on a par exemple, une Nosora, dans leur cours sur la civilisation en anthropologie, ils parlent beaucoup en tahitien aussi, ce qui crée une proximité également qui ne peut pas se faire avec quelqu'un qui n'a pas la langue. Ou difficilement, pardon. Et c'est vraiment quelque chose que moi je ressens depuis maintenant, ça fait plusieurs années que j'enseigne ici. Et je crois vraiment dans le cadre de la révision pédagogique, et Yacine qui est nouveau dans la carrière, le sent aussi, je crois qu'il faut travailler collectivement. Et en fait, on n'arrive pas à être, moi j'arriverai jamais à être autre chose que je ne peux pas. Mais je veux dire par là, ça ne veut pas dire que je ne puisse pas enseigner l'histoire et apporter quelque chose, mais je ne pourrais le faire que justement en travaillant ensemble. Et cette idée de faire des cours, peut-être en tahitien, auxquels je contribuerai, mais qui ne seront peut-être pas dit par moi, et avec ces techniques d'hybridation, en fait, voilà, il faut travailler à plusieurs. C'est impossible de gérer sinon efficacement et opératoirement. Et je crois qu'il faut changer voilà, on parle de la solitude du pouvoir. Moi, je crois qu'il faut parler de la solitude du professeur. Et elle n'est plus une chose d'avenir. Et je m'en félicite.
réaction à ce que vous dites. Je voudrais partager une anecdote qui est intéressante. Moi, j'enseigne le développement de l'enfant. Puis, il m'arrive de donner des cours à des étudiants qui se préparent à devenir enseignants dans les communautés. Donc, leur enseigne le développement de l'enfant. Puis, il se trouve que pour des raisons démographiques, souvent, c'est des amis qui viennent pour apprendre à devenir enseignants. Parce qu'elles ont eu leurs enfants, elles ont eu leurs petits-enfants, elles sont connues dans la communauté pour avoir une certaine sagesse. Et les premières fois que j'étais dans ce contexte-là, j'étais dans une posture un peu fermée. Donner les cours, ça. Et ce que j'ai essayé en discutant avec elle et qui a été vraiment intéressant, c'est d'abord donner la parole aux aînés. Qu'elles disent comment elles voient le développement des enfants. Puis rattacher les éléments plus de connaissances théoriques, les mettre au travail par rapport à ça. Et les cours deviennent vraiment intéressants parce qu'on construit une position médiane entre le savoir universitaire et puis le savoir traditionnel sur le développement des enfants, sachant qu'il n'y en a pas un qui est dans la vie meilleure que ce texte-là, parce que les deux sont utiles pour prendre les enfants qui vont avoir en face d'elle. C'est quoi ça? Bien, merci beaucoup. Merci.